Alors merci effectivement d'être venu. Alors on a conscience que la mobilisation s'est faite dans la précipitation, puisque c'est dimanche soir que Mouvement de la Paix et MRAP se sont concertés pour que très rapidement il y ait une mobilisation ici dans les Landes, étant donné que ça s'était produit déjà dans pas mal d'autres villes de France. Donc il fallait informer les médias, informer les réseaux sociaux, informer par tous les moyens de communication dès le lundi matin de l'initiative de ce jour, afin qu'il y ait un minimum de monde. Et donc on a contacté tout d'abord les associations des droits de l'homme. Tous n'ont pas reçu à temps le message avant lundi où il fallait informer, mais déjà Amnesty International a répondu, qui est de ce combat depuis très longtemps. Et donc ces trois associations, MRAP, Amnesty et Mouvement de la Paix, ont pris l'initiative de cette mobilisation. Sachant qu'on a envoyé, entre-temps, l'information est parvenue à d'autres, nous avons reçu très rapidement le soutien de la Ligue des droits de l'homme, le soutien de partis politiques, la France Insoumise, le Parti communiste français, l'Union locale CGT, et bien entendu aujourd'hui, si d'autres veulent se rajouter, nous le signaler, nous le mettrons effectivement, nous rajouterons dans la liste. Alors le but de ce rassemblement déjà a été déclaré en préfecture, donc on l'a déclaré sous forme de rassemblement statique et respectant bien évidemment les conditions sanitaires, et donc il s'agissait pour nous de répondre à une actualité dramatique. Et c'est ce que vous expliquera Daniel Salogne du Mouvement de la Paix dans une intervention qui va suivre. Donc, rappelez ce qui se passe aujourd'hui là-bas à Gaza, en Cisjordanie, mais aussi en Israël, les événements qui se passent, les bombardements, les morts des populations civiles, des deux côtés d'ailleurs, sachant toutefois que le gros des morts se trouve du côté palestinien, mais enfin, un mort est un mort, et nous protestons contre tous les morts civiles. Mais il s'agit de dépasser l'émotion sur les événements graves d'aujourd'hui pour poser les problèmes politiques qui ont entraîné la situation d'aujourd'hui. Problèmes politiques que vous expliquera Daniel, donc, qui sont effectivement des problèmes politiques récents, avec les événements auxquels vous avez assisté dans les médias, mais aussi plus lointains, parce que il s'agit pour nous aussi de démonter cet argument un peu cynique, où l'on nous renvoie dos à dos les belligérants. Effectivement, Daniel nous l'expliquera, envoyer dos à dos, pour nous c'est inacceptable, et nous voulons trouver ces arguments pour opposer à ce renvoi dos à dos. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a un État qui colonise, il y a des populations qui sont colonisées, il y a un État qui vole des terres, qui vole les maisons, et il y a ceux à qui on vole les terres et on vole les maisons. C'est une réalité à laquelle... Et ça, Daniel vous développera cela. Donc il s'agit aussi d'avoir une analyse sur quelle situation a conduit au drame d'aujourd'hui, même si nous déplorons donc la mort des civils des deux côtés. Il y a des raisons politiques à cela. Il s'agit bien évidemment aussi, et Daniel le dira, de dire pourquoi il faut se mobiliser ici et ailleurs et faire pression sur les pouvoirs, sur les pouvoirs politiques, notamment français. Interviendront après Daniel le Mouvement de la Paix qui vous lira un témoignage, le Mouvement de la Paix, pardon, Amnesty International, qui vous lira le message d'une Palestinienne, donc un message venu de Gaza, qui exprime le vécu de ces populations-là aujourd'hui. Voilà, je passe la parole à Daniel. Bonsoir à tous. Alors désolé que la sono soit pas à la hauteur de l'événement, mais nous pensions, vous entendez, mais les gens au fond, rapprochez-vous, hein, vous aurez une mauvaise écoute sinon. Rapprochez-vous, je vous en prie. La situation en Palestine, à Jérusalem Est comme à Gaza, ne cesse de s'aggraver. Le bilan des victimes s'alourdit de jour en jour, d'heure en heure. La guerre totale menace une fois de plus. Il faut que la communauté internationale intervienne au plus vite pour protéger les populations civiles. Faire barrage à l'inéluctable, ce qui hélas ne semble pas vraiment le cas. Le Conseil de sécurité de l'ONU peine à se mettre d'accord, ne serait-ce que pour un cessez-le-feu. Alors, le règlement du conflit proprement dit attendra. Une fois encore,
le gouvernement d'Israël s'affranchit s'affranchit de ses obligations de puissance surarmée et compte sur l'inertie habituelle quand ce n'est pas, avec la feuille qui bouge, sur l'inertie habituelle quand ce n'est pas la complicité des pays dits démocratiques, États-Unis en tête. Mais en la matière, l'Europe et la France sont loin de donner le bon exemple et d'exercer les pressions nécessaires et possibles pour ce qu'Israël respecte le droit international. Pire, le gouvernement d'Emmanuel Macron, par la voix de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, vient d'interdire une manifestation de solidarité et de paix à Paris le week-end dernier. Paris, la seule grande capitale du monde qui n'a pu manifester librement. Netanyahou et ses complices peuvent compter sur leurs amis français. Et pourtant, cela fait plus de 75 ans que le peuple palestinien subit l'injustice, des expulsions, puis des colonisations, et toujours privé de reconnaissance. Qu'il est soumis à l'arbitraire du colonisateur qui ne veut pas lui accorder son droit à l'existence. Nous y reviendrons. Mais pas question, comme le disait Gérard tout à l'heure, de renvoyer dos à dos les victimes et les bourreaux, les dominés et les dominants, les colonisés et leurs colonisateurs. Revenons sur les événements de ces derniers jours. À Jérusalem-Est, le déroulé des événements s'apparente à une véritable provocation, avec entre autres l'expulsion de familles palestiniennes de leur domicile, l'intervention brutale de la police israélienne sur l'esplanade des mosquées, causant en retour des heurts avec la population palestinienne et plus particulièrement sa jeunesse. Les violences, vues et revues sur toutes les chaînes de télé du monde entier, ont conduit au final à plusieurs dizaines de morts et à des centaines de blessés. Un scénario bien rodé et prétexte pour le Hamas qui s'est vite engagé dans une réplique avec l'envoi depuis Gaza de plusieurs milliers de roquettes sur les villes israéliennes proches. Ces frappes ont causé, ne l'oublions pas, plusieurs morts et blessés du côté israélien. Mais ces réponses, entre guillemets, ne servent pas la cause du peuple palestinien, par ailleurs très démuni pour sa défense. On peut d'ailleurs s'interroger sur la provenance de ces roquettes en aussi grand nombre. D'aucuns évoquent des financements du Qatar. Et d'ailleurs, est-ce un jeu de dupes entre le Hamas et le gouvernement israélien qui n'ignore pas la présence et la provenance d'un stock, aussi important de roquettes? Peut-on spéculer sur les services que se rendent mutuellement les deux belligérants, au détriment des populations civiles, bien évidemment? De fait, Netanyahou renforce sa position politiquement fragile et le Hamas s'impose face au Fatah et à l'autorité palestinienne. Sans vouloir se lancer dans un décompte macabre, force est tout de même de constater la disproportion des moyens mis en œuvre par les uns et par les autres. Israël, qui dispose d'une véritable armée moderne, s'est saisi de ce prétexte pour bombarder Gaza et une fois encore semer la terreur et causer la mort d'un grand nombre de personnes, sans parler des destructions d'immeubles et d'installations utiles à la population. Ces bombardements de Gaza ont provoqué la mort de plus de 220 Palestiniens, dont une soixantaine d'enfants. Mais ils continuent de s'intensifier. Les destructions d'habitations se multiplient, sous prétexte qu'ils cacheraient des responsables du Hamas et des armes. Un immeuble abritant des groupes de presse, dont l'agence américaine Associated Press et la chaîne Al Jazeera, ont été bombardés, provoquant une indignation internationale, et en particulier celle des États-Unis, qui jusqu'alors ne réagissaient qu'en évoquant le droit d'Israël à se défendre et freinaient la demande d'un cessez-le-feu. Il est vrai que les États-Unis soutiennent Israël de longue date, en fournissant crédits, armes et technologies.
La dernière livraison en date de ces jours-ci est de 750 millions de dollars d'armement. Le passage de Trump au pouvoir n'a rien arrangé en faisant déménager l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Les États-Unis considèrent toujours Israël comme leur cheval de Troie au Moyen-Orient, notamment face à l'Iran, ce qui fait le jeu des gouvernements de droite israéliens les plus extrémistes. Il faut par contre entendre ce que disent les forces progressistes américaines, et Bernie Sanders en particulier. Dans une récente interview, le leader de l'aile gauche du Parti démocrate, de Joe Biden, n'a pas hésité à déclarer, je cite, « Les États-Unis doivent arrêter d'être le défenseur du gouvernement Netanyahou. » Et en réponse à l'ancienne que l'on entend ici comme là-bas, Israël a le droit de se défendre. Il répond, personne ne pense qu'Israël n'a pas le droit de défendre ou de protéger son peuple. Alors, pourquoi ces mots sont répétés année après année, guerre après guerre? Et pourquoi cette question n'est jamais posée? Quels sont les droits du peuple palestinien? Et il conclut, Palestinian lives matter. Les vies palestiniennes comptent, faisant ainsi le parallèle avec le Black Lives Matter. Avec de telles déclarations, nous voilà au cœur de la vraie question que soulève une fois plus ce conflit, l'existence d'un État palestinien. À force de crier dans le micro, j'ai la voix qui s'éraille. J'en étais à la vraie question d'un État palestinien et sa reconnaissance pleine et entière. Ce qui suppose de faire cesser l'occupation des territoires palestiniens par Israël et l'arrêter immédiatement la colonisation des territoires sous contrôle israélien. Pour notre part, nous continuerons à soutenir la solution de deux États indépendants avec les frontières de 1967. Un État israélien, ce qui est reconnu de tous et qui reconnaît depuis des années l'autorité palestinienne, et un État palestinien avec pour capitale Jérusalem-Est. D'ailleurs, le 2 décembre 2014, notre Assemblée nationale, à une très large majorité, avait adopté un texte invitant le gouvernement à reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit israélo-palestinien. On attend toujours la suite. Le gouvernement actuel, le gouvernement français, n'est pas décidé à le faire. L'interdiction d'une manifestation pacifique avec le collectif pour une paix juste et durable, dimanche dernier à Paris, et l'arrestation quelques jours avant du président de l'association France-Palestine Solidarité, à laquelle appartiennent nos organisations, ne font que confirmer cette orientation pro-israélienne de la France, laquelle n'agit guère au niveau européen pour faire actionner les sanctions que l'Europe pourrait mettre en œuvre, comme Israël, pourrait mettre en œuvre, je vais perdre la ligne, contre Israël, pour non-respect du droit international, pour apartheid à l'encontre des Palestiniens et des citoyens arabes israéliens, pour non-respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. La liste est longue pour un État qui se revendique démocratique, mais aussi théocratique, et méconnaît les droits de ses citoyens non juifs. L'Europe, première pourvoyeuse de fonds humanitaires pour les Palestiniens, conçus d'ailleurs par certains gouvernants comme une forme compensatoire des dommages subis, poursuit son aide comme si de rien n'était, alors même que les équipements qu'elle finance, investissements dans les infrastructures, les transports, la santé, l'énergie, sont détruits, voire redétruits par les attaques et les représailles israéliennes. Quand on sait en plus que ces aides passent par le guichet et le bon vouloir des autorités israéliennes qui les bloquent à leur guise, on peut légitimement se scandaliser. Et tout cela avec l'accord de l'Union européenne et l'argent des contribuables européens. L'Europe doit réagir et soutenir les actions de la campagne BDS. Boycott, désinvestissement, sanctions. Comme cela a été fait dans le passé
contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Des sanctions pourraient être prises au plan des relations commerciales ou des coopérations économiques et militaires. Que nenni, Madame van der Leyen ne pense qu'à faire cesser les tirs de roquettes du Hamas sans mentionner les bombardements israéliens. Les pays arabes, hier, turiféraires de la Palestine et de la cause palestinienne, sont aujourd'hui très divisés et ont pour certains viré de bord dans leur face-à-face avec l'Iran et leurs intérêts internationaux. Il ne reste aux Palestiniens qui viennent d'organiser une grève réussie, aussi bien en Palestine occupée qu'en Israël même, ne peut compter que sur la solidarité internationale des peuples épris de justice et de liberté. Ce que nous sommes ce soir réunis. Peuples qui doivent agir auprès de leurs gouvernants pour les pousser à faire respecter le droit international et donc les droits du peuple palestinien à la dignité et à l'indépendance. De ce point de vue, nos mobilisations comptent. Il nous faut reprendre l'exigence d'une paix négociée, juste et durable entre Palestiniens et Israéliens sous la houlette de l'ONU et des pays du Quartet dont fait partie la France. Exigeons un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des violences dans l'intérêt des populations palestiniennes et israéliennes meurtries. Et exigeons de véritables négociations pour la reconnaissance d'un État palestinien. Alain Ducasse d'Amnesty International va vous lire le texte d'une Palestinienne que j'évoquais précédemment. À la première estimation, j'ai compté, je me suis arrêté, nous étions à 150 ici, en balayant tout le public. Je crois que c'est quand même pas mal dans les conditions de mobilisation un peu rapides. J'oubliais aussi, parmi les organisations, à apporter son soutien aujourd'hui, l'association de la mosquée Aram Erama. Mohamed Laglimi nous a apporté le soutien tout à l'heure. Le bilan, très près, je suppose. Le bilan ne cesse de s'alourdir dans les territoires palestiniens où, en une semaine, plus de 200 Palestiniens ont été tués à Gaza et en Cisjordanie. Nous n'oublions pas pour autant, évidemment, les 10 morts israéliens. Par-delà ces chiffres et ces statistiques, comment vit-on sous les bombes à Gaza? Aya tente de tweeter sans relâche depuis une semaine sur le drame sanglant que connaît la bande de Gaza, où elle vit. La jeune femme poste des photos et des vidéos qui relatent l'ampleur des destructions et des morts. Sur l'un des clichés, on voit ainsi un bébé si petit qu'il tient dans les mains d'un infirmier à l'hôpital. Il est le dernier enfant survivant de la famille Abu Hattab. Ils sont 10 membres de cette famille à avoir péri lors d'un des multiples bombardements de l'aviation israélienne qui, officiellement, ciblerait les, entre guillemets, installations militaires du Hamas. Dans la nuit de dimanche à lundi, Aya écrit en direct: 35 missiles israéliens près de la maison en ce moment. Je ne sais pas quoi faire avec les enfants et les vieux, dit-elle. Plus tard, elle montrera la photo du docteur Mouin Al-Aloul, la tête dépassant de draps ensanglantés, devenu linceul. C'était un monsieur âgé, le meilleur ami de son beau-père. Elle écrit: il a été tué dans la dernière attaque démente sur Gaza. Ces moments d'angoisse où la vie peut basculer sont terribles. Aya note alors: souvenez-vous de ces mots, de mes mots, si je meurs maintenant. Et pendant ce temps-là, Benjamin Netanyahou peut affirmer à la télévision: la vie des civils n'a pas été mise en danger.
Tel est la vie à Gaza sous les bombardements et ces violences ne sont pas terminées. Les réactions de ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale sont trop timorées pour que le gouvernement israélien consente à envisager un cessez-le-feu, tout au moins dans les médias. Tous les observateurs, et cela a été rappelé à l'instant, pensent que les violences de la mosquée Al-Aqsa ont été autant de provocations à l'origine de l'actuel conflit. On n'oubliera pas non plus, et cela a été dit aussi, les expulsions programmées de Sheikh Jarrah qui renvoient à la politique israélienne de colonisation qui se poursuit sans relâche. Il faut donc que ces violations flagrantes soient clairement et fermement dénoncées, y compris les déplacements forcés, l'expansion des colonies illégales et la répression brutale des personnes qui manifestent. Dans l'immédiat, nous appelons toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et à prendre toutes les précautions possibles pour éviter de blesser des membres de la population civile. Enfin, la communauté internationale doit amener Israël à rendre des comptes pour les violations systématiques des droits humains qu'elle commet au regard du droit international. Que nous allons terminer ces rassemblements. Merci à tous d'être venus. Sachant qu'il faut sans doute se tenir prêt pour d'autres mobilisations qui peuvent venir, parce que la pression doit continuer pour qu'enfin on trouve une solution de paix dans cette région du monde. Donc merci à vous de votre participation. Si, je le répète, si d'autres associations veulent soutenir ce rassemblement, même a posteriori, donc qu'elles viennent nous le dire, on les rajoutera à la liste que nous publierons sur les réseaux sociaux. Mais merci donc d'être venus. Dans les délais extrêmement courts, finalement, le rassemblement des Landes a quand même une signification réelle. Voilà, merci à tous.